Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui s'intéresse à la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, l'accueil des réfugiés est-il une obligation? Bonjour Stéphane. Bonjour Joanne, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Je suis super contente qu'on fasse un épisode sur la question des réfugiés, des migrants, des exilés, des immigrants. Pas seulement parce que je travaille en migration, puisque maintenant j'ai un poste à 80% en région 7, donc Yverdon et région, dans le domaine de la migration, avec bien sûr aussi une composante pastorale là-dedans, soutien aux collègues en paroisse. Mais aussi parce que l'été dernier, on a eu un grand moment de silence slash stupéfaction, mon époux, Amaury Charras et moi, lors de l'une de nos nombreuses pauses au poste douane. Il y a un poste douane entre l'Alsace et la Suisse qui se situe à Bâle, Basel, et on est passé là de nombreuses fois. La première fois, on a complètement fait n'importe quoi parce qu'on n'avait pas compris les protocoles de déménagement, et puis après, voilà, progressivement, on est devenus des pros. Et puis, je crois que c'était la 5e fois, on était assez à l'aise, tu vois? Ça y est, on comprenait les différents formulaires. C'est pas du tout pareil du côté français ou du côté suisse. Et donc on se présente au douanier, on lui dit que voilà, on a l'habitude, d'ailleurs qu'on était là le jour d'avant, qu'on sera là le jour d'après, puisqu'on passait des grosses camionnettes à chaque fois. Et il fallait déclarer tout le contenu. Et puis le douanier regarde tout bien nos papiers, là il était assez précis dans ce qu'il faisait. Et puis il dit: «Alors vous monsieur, vous êtes, l'immigrant». Alors mon mari fait: «Bah oui». «Et vous madame, vous êtes la co-immigrante». Alors là vraiment je savais pas du tout, que j'étais co-immigrante. Et d'un coup, j'ai eu, tu vois, une espèce de moment de panique, et en même temps, je me suis dit: «Il faut que je lui dise», et j'ai dit: «Non, parce que moi, j'ai déjà mon permis, j'ai mon permis B», qui est quand même l'un des très bons permis en Suisse. «Ah! Alors ça, c'est différent». Oh, quel soulagement, tu peux pas savoir. Moi, je viens d'une longue lignée de migration, il y a tous mes ancêtres qui avaient retenu leur souffle dans leur tombe, je crois, de se dire: «Est-ce que notre, descendante est co-immigrante encore une fois?» Non, c'est bon, j'avais mon permis B, je l'ai tout de suite sorti d'ailleurs de ma pochette, et on a soupiré comme ça vraiment de soulagement parce qu'on a cru qu'on avait fait quelque chose de mal, puisque ça faisait quand même 5 fois qu'on passait, et jusqu'à maintenant on m'avait jamais traitée de co-immigrante, puisque ça sous-entendait que j'avais peut-être pas ramené tous les papiers, et ça aurait été un peu panique à bord. Donc ça, c'est un petit peu la vie d'Alsaciens qui viennent vivre juste dans le pays à côté et qui d'un coup sont des immigrants. Au Canada, à moins d'être membre des Premières Nations, nous sommes tous et toutes issus de l'immigration. Et j'ai entendu des Autochtones référer à ces gens comme the people of the boat, les personnes qui sont venues en bateau. Il Mmh. faudrait ajouter aujourd'hui et en avion, même si presque la totalité des gens qui vivent sur ce territoire sont issus de l'immigration. Il existe quand même cette idée de hiérarchie. Il y a les bons immigrants, il y a les moins bons immigrants. Et lorsqu'on arrive avec les réfugiés, alors là, c'est encore plus compliqué parce que les immigrants, on peut les choisir. Les réfugiés, on les choisit pas, on est obligé d'ouvrir nos portes. Ça crée beaucoup de tensions dans le climat actuel parce que, semble-t-il, on accueille beaucoup trop de réfugiés. Et je me suis amusé à aller voir certaines statistiques. Bon, ça date de 2022, mais quand même, le Canada est au 46e rang mondial pour l'accueil des réfugiés, et les gens trouvent moyen de dire on en accueille trop. Je pense qu'il y a une espèce d'idée que si ça fait plusieurs générations, surtout si on est originaire de pays européens,
on a des privilèges. Les gens qui viennent d'autres endroits ou qui sont ici depuis moins longtemps sont ici pour nous déranger, ils sont ici pour nous changer. On se souvient pas de la condition de nos ancêtres que, à quelque part, le premier vermette qui est arrivé ici, c'était un immigrant qui dérangeait d'autres personnes. Alors, je crois qu'il y a vraiment un point commun entre le Québec ou le Canada et la Suisse à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que, la Suisse va bien depuis maintenant presque un siècle. Depuis presque un siècle, il y a plus trop d'histoires de famine. Il y a eu quelques moments un peu difficiles, notamment après les 2 guerres mondiales. Ça a forcément affecté la Suisse malgré sa neutralité. Et en fait, c'est un petit peu comme si les Suisses avec lesquels je parle, donc n'imaginez pas que des Suisses s'expatrient. Ils ont pas de raison d'être exilés. Il y a pas de problème politique, ils peuvent pas demander l'asile. Il y a pas de problème économique. Il y a bien sûr quelques coins là dans les montagnes où ça va devenir difficile de vivre, parce que les malheureusement les glaciers s'effondrent et cetera, mais voilà, donc là on a une forme de réfugiés climatiques, c'est vrai, mais ce sera à l'intérieur du pays et de toute façon pour l'instant on aide à reconstruire tous les villages sur lesquels les glaciers s'effondrent, donc pour l'instant c'est pas ça la question. Et finalement, on oublie que jusqu'en 1880, il y a eu beaucoup d'émigration parce qu'il y avait pas assez de terre pour nourrir tout le monde. La pauvreté a poussé les Suisses à partir, vers chez toi, d'ailleurs, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Russie. Non mais, de se dire qu'il y a eu des colonies suisses en Russie. Et puis il y avait cette tradition qui est très, très vieille de mercenaires. Et il y a eu des crises terribles, comme 1816-1817, où les gens mouraient de faim, littéralement dans certains coins de Suisse. Et finalement, carrément, on donnait de l'argent aux plus pauvres pour immigrer. Et après, finalement, il y a eu ce qu'on appelle l'industrialisation, ça on connaît un peu cette histoire. Et puis d'un seul coup, c'est l'inverse. Il faudrait plus de monde pour les usines. Et là, il y a eu des vagues de retour, il y a eu tout ce qu'on appelle des Suisses de l'étranger, ce qu'on appelle finalement la 5e Suisse, parce qu'il y a 4 communautés linguistiques en Suisse, donc ce sera la 5e Suisse. Et puis c'est intéressant parce qu'on est à peine 8 millions ici, il y a presque 1 million de Suisses qui vivent à l'étranger. Et maintenant, c'est l'inverse. Depuis 2002, on a des lois pour accueillir les gens et leur donner des permis de travail qui soient pas des permis saisonniers. Parce que, en fait, jusqu'à 2002, la plupart des permis de travail, c'était des permis saisonniers. Tu restais 5 mois, tu repartais et tu pouvais revenir l'année d'après. Les enfants n'étaient pas scolarisés, Stéphane. Tu te rends compte? Parce que c'était des enfants de saisonniers. Et donc, il y a toute cette histoire qui fait que des fois, quand je parle avec des Suisses et des Suissesses, c'est vraiment comme si tout ce qu'avaient vécu leurs ancêtres, tout cet héritage migratoire avait complètement disparu. Et ça m'inquiète des fois un petit peu dans les conversations, parce que finalement, ce souvenir que les Suisses ont, eux et elles aussi, été migrants, ça pourrait nourrir davantage une éthique de l'accueil et de la solidarité, en fait. Cette mémoire migratoire, elle nous ramène directement à 1 Pierre 2,11. Vous êtes des étrangers et des gens de passage. Et c'est un petit peu le cœur de mon métier aussi, bien sûr, de m'occuper des personnes qui sont venues d'ailleurs, mais aussi d'avoir des conversations riches avec les personnes qui sont là pour leur dire, en fait, dans la Bible, on nous rappelle qu'on est des étrangers et des gens de passage. Et il y a que l'entraide qui peut nous permettre de survivre, en fait, sur terre. C'est pas parce que la Suisse, là, maintenant, n'a plus aucune raison d'immigrer que des raisons d'expatrier, qu'un jour ça va pas changer. Donc c'est important de nourrir la solidarité dans les relations humaines. Moi, le verset biblique, lorsqu'on arrive sur ce sujet qui me revient, c'est le livre de l'Exode, chapitre 22, verset 20. Tu ne maltraiteras pas et tu n'exploiteras pas les immigrés ou les étrangers installés chez vous. Rappelez-vous que vous étiez aussi des immigrés en Égypte ou des étrangers en Égypte, selon la traduction. Ça semble être, on pourrait dire, du gros bon sens. Il y a des moments où ce que vous avez été mal pris à quelqu'un vous a aidé, mais il y a d'autres moments où vous pourrez aider des personnes qui sont mal prises. Mais on oublie vite, j'ai l'impression, et on s'enferme parfois dans certains discours et on réfléchit pas trop. Une des expressions que ça fait très longtemps que c'est ancré ici, c'est que ces réfugiés, les migrants, ils volent nos emplois.
Et c'est tellement imbriqué, surtout avec le climat politique dans lequel on vit en Amérique du Nord, mais je dirais en Occident, qu'il y a des politiciens, pas des polémistes là, qui écrivent sur des blogs, des politiciens élus au Parlement qui veulent retirer des droits, des privilèges, des services parce que ça vole des services aux autres. Un exemple, il y a un politicien sans aucun problème ne veut pas que les enfants de réfugiés politiques aient accès aux garderies subventionnées parce que ça va prendre la place ou voler la place des vrais citoyens. Comme si les réfugiés politiques ne payaient pas de taxes, ne payaient pas d'impôts, ne contribuaient pas au système ou à l'économie. Non, vous êtes ici pour nous voler ce qui nous appartient. Et ça, ces politiciens-là disent ça sans gêne, là. Et lorsqu'on prend un pas de recul, mais quel genre de société qu'on veut, là? Est-ce que si tu as un papier, tu as le droit à certains services, mais si tu n'as pas d'autres papiers, tu es citoyen de second ordre? Il faut être capable d'avoir ces réflexions-là, de dire, est-ce qu'on est capable d'avoir une certaine solidarité? D'avoir quelqu'un qui aide une personne, puis dans d'autres moments, l'autre personne nous aide? Là, tu parles des enfants, des tout petits. Et c'est vrai que c'est quelque chose avec quoi j'ai du mal. J'ai vraiment du mal lorsqu'on s'attaque à des tout petits, à leurs droits. Et ça me ramène toujours à Jésus, à sa naissance. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Jésus, à sa naissance, encore bébé, il a dû fuir l'Égypte pour éviter les foudres d'Hérode. Et je me dis, mais finalement, quand on accueille des familles, bien sûr, des fois, on peut se dire, bon, ce sont des adultes, ils vont jamais se faire ici, quoi, hein. Souvent, c'est une culture religieuse très différente de notre culture religieuse. Je comprends, il y a des choses qui nous font un peu peur, mais ils ont des enfants. Et ces enfants, finalement, ils vont devenir biculturels et ils vont apporter des choses incroyables au pays. Et ils sont un petit peu comme Jésus, qui a pas eu le choix et qui a dû fuir. Moi, je trouve que Jésus, toute sa vie, il a des fois un peu des réactions d'enfant, de migrants. On sent que il sait pas toujours quelle est sa place. Je peux comprendre la réaction de certaines personnes parce que nous vivons dans un monde qui a beaucoup d'instabilité. Ça peut faire peur. Et en même temps, c'est toujours la question dans quel monde veut-on vivre et jusqu'où on est prêt à parler ou se taire devant des choses qui sont peut-être moins acceptables. C'est la célèbre fenêtre d'Overton. On voit ça beaucoup d'un point de vue canadien chez nos voisins du Sud. Il y a 20 ans, il y a plein de choses qui étaient inacceptables. Puis là, tout d'un coup, il y a des politiciens qui disent des énormités et tranquillement, on commence à accepter ça comme la norme. Au lieu de dire, ah non, 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 là, ça va pas, là. Ça va pas, là. C'est pas juste une réflexion comme ça, c'est pas juste une blague comme ça, c'est pas juste une politique comme ça, une parmi tant d'autres. Comment qu'on réagit par rapport à tout ça? Je sais que ça demande du courage, mais je regarde, par exemple, il y a eu, durant le printemps, beaucoup de raids aux États-Unis pour des personnes en situation irrégulière. Dans la rue, on a arrêté des enfants, on les a emmenés dans des camps de détention, des trucs vraiment horribles. Mmh. Et on a vu des églises, des paroisses dire: «Non, on n'accepte pas ça, on ne donnera pas de nom, on va ouvrir nos bâtiments, on va avertir les gens, on va descendre dans la rue. S'il faut se faire arrêter, on va se faire arrêter». Je pense qu'il y a moyen d'agir. On ne changera pas un système politique, mais il y a moyen d'agir pour protéger les gens, pour dire: «Non, ça, c'est notre appel, c'est le monde dans lequel on veut vivre, c'est le monde qu'on veut créer». Tu parlais justement de d'oser se lever contre.
d'oser parler. J'étais vraiment touchée dans mon cœur quand, il y a à peu près 2 semaines, plusieurs personnes m'ont envoyé une émission, sur la RTS concernant un livre qui est sorti récemment sur les centres de requérants d'asile. Et là, c'est une jeune chercheuse courageuse qui a fait une enquête pour voir comment est-ce qu'on vivait dans ces nouveaux centres de requérants d'asile. Parce qu'il faut savoir que c'est assez récent. Il y a eu en fait une réforme en Suisse sur les requérants d'asile en 2019 et l'idée c'était, de créer une procédure d'asile, révisée pour rendre les procédures à la fois plus efficaces, plus équitables et donc en fait, on a créé des nouveaux centres pour, en quelque sorte, parquer les gens et leur demander de pas trop bouger, de pas trop circuler pour accélérer en fait la prise en charge de leur dossier. Et donc l'idée, c'est qu'il y a un conseil, représentation juridique gratuite, tout ça sur place, tu vois? Et donc, il y a 6 régions sur le territoire suisse, donc c'est pas, des cantons, c'est des régions vraiment de requérants d'asile et normalement ils y restent, pour une durée maximale de 140 jours et après c'est le canton qui doit prendre la suite si, au niveau fédéral, on n'a pas vraiment réussi à statuer sur, ces personnes. Donc ce livre est sorti, qui a montré qu'en fait, pour la confédération, c'était trop compliqué à gérer parce que ce sont des régions d'asile qui sont pas directement toujours en lien avec des cantons et donc ils ont sollicité des sociétés privées et qu'à partir de là, les droits des requérants et requérantes d'asile ont largement diminué. Qu'on leur impose des horaires de lever, de coucher, qu'on leur impose un certain nombre de choses, même pour l'hygiène. En fait, ils ont droit, je sais plus, pas moi, un savon et un truc et un machin, mais du coup, tout est comptabilisé. T'as pas droit à un savon supplémentaire. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai travaillé en migration auprès de l'église francophone de Zurich. On m'avait demandé des sacs à dos pour les enfants. J'ai trouvé des sacs à dos. Ils pouvaient pas rentrer dans le centre de requérants d'asile si on leur produisait pas, une attestation de la paroisse comme quoi c'était nous qui leur avions donné un sac à dos. Ils ont pas le droit de faire rentrer des objets sans avoir ou la facture ou l'attestation de don, ce qui est complètement délirant comme affaire. Et donc ça, c'est parce qu'en fait, on crée des nouveaux systèmes et ils ont l'air bien parce que ce sont des systèmes qui sont pensés pour accélérer les procédures et finalement garder celles et ceux qui, selon certaines perspectives, auraient vraiment besoin de rester là et puis renvoyer d'autres qui, selon certaines perspectives, pourraient aussi bien être heureux chez eux. Et en fait, au lieu de prendre ça en charge nous, de façon plus humaine, avec des travailleurs et travailleuses sociales, on finit par sous-traiter à des sociétés privées qui, en fait, sont des sociétés où on garde les gens et où on applique des protocoles. Et c'est là que j'ai trouvé très, très beau, à la fois que cette jeune chercheuse sort ce livre et puis à la fois que plusieurs personnes m'envoient ce lien à moi qui suis aumônière en migration, en espérant comme ça créer une chaîne de solidarité autour de cette situation. Ça m'a donné de l'espoir. Je me suis dit: «En fait, les gens sont quand même touchés par cette situation». Parfois, les gens ont tendance à infantiliser les migrants, les réfugiés politiques. Je me souviens, il y avait eu une formation dans notre église sur l'accueil des réfugiés. Des paroisses peuvent, remplir, les papiers, faire venir les gens. Tout ça était bien compris. Une des choses qui m'a frappé, c'est la personne dire: «Ce ne sont pas des enfants, c'est des êtres adultes. Ils sont capables de se débrouiller, ils ont juste besoin des bonnes clés pour bien comprendre, pour aller au bon endroit». Et parfois, on prend pour acquis que quelqu'un vient d'un autre pays et s'ils sont des réfugiés, s'ils sont des migrants, ça doit pas être des gens très, très débrouillards. Je me rappelle aussi lorsqu'il y a eu des vagues de gens qui venaient d'Afghanistan, d'une personne qui a réalisé, mais parmi ces réfugiés-là, il y a des comptables, il y a des avocats, il y a des ouvriers spécialisés. Oui, c'est pas des gens qui vivent au 12e siècle, là, des gens comme toi et moi qui ont le malheur de vivre dans un endroit qu'ils sont forcés de quitter. C'est pas leur choix, là, pour l'écrasante majorité. Tu leur donnes le choix, ils restent où ils sont, mais ils peuvent pas parce que leur vie, parce que leur sécurité, c'est pas tenable et ça aussi, il faut se souvenir de ça.
d'arrêter d'avoir cette position un peu, toute puissante, «On vous accueille ici, regardez-nous comment on est bon, comme on est supérieur à vous, on va vous, inculquer les bonnes choses». Il faut un peu changer cette dynamique-là pour avoir une vraie rencontre, puis de voir l'être humain qui est devant soi. Alors, comme tu le sais, moi, je m'occupe d'un programme qui s'appelle Action Parrainage. Donc, je m'en occupe pour le Nord vaudois. C'est un programme qui est sur tout le canton de Vaud, qui a été créé par Antoinette Steiner, qui est d'ailleurs aumônière en centre de requérants d'asile. Et donc, je rencontre souvent des gens qui cherchent en fait à rentrer en lien avec des personnes qui vivent ici, qui souvent sont suisses, qui sont francophones. Et puis, heureusement, ben, je trouve aussi des fois des personnes suisses qui veulent entrer en lien avec ces personnes allophones qui sont venues d'ailleurs. Et en fait, moi, je ne peux que constater les efforts inouïs que font ces personnes venues d'ailleurs pour s'intégrer. Ça va si loin que dans l'une de mes conversations avec une dame qui venait de Turquie, je lui dis: «Alors, ça se passe bien pour vous ici? Vous aimez, Yverdon?» Nous, on a Yverdon-les-Bains, qui est une ville, de taille moyenne, où il y a rien de remarquable, si ce n'est, la chaleur humaine qui est formidable ici et puis un petit bout de bord du lac, mais voilà, on n'a pas un grand musée, un grand truc, un grand château, voilà, c'est pas une ville remarquable. Elle vient d'Izmir, cette dame. Izmir, c'est une très belle ville, au bord de la mer. Moi, j'y suis déjà allée, c'est superbe là-bas. Elle me dit: «Oh oui, Yverdon, c'est beau comme Izmir». J'essaye de rester très sérieuse, je dis: «Ah oui, oui, bien sûr». Elle me dit: «C'est même mieux qu'Izmir» et puis moi avant je me promenais au bord de la mer, maintenant je me promène au bord du lac, c'est la même chose, elle me dit. Et j'ai pensé: «Tu vois? En fait, quand tu te mets dans la tête que ça va bien se passer, ça se passe bien». Non mais c'est vrai, quand tu viens d'Izmir et que tu arrives à Yverdon, bah, tu décides que Yverdon et Izmir, c'est aussi beau, aussi bien et que les balades sont aussi géniales. Et là je me dis: «Bravo». Bravo parce que ça c'est quelqu'un qui là, dans 1 ou 2 ans, est complètement intégré, parle le français nickel, a refait une formation, voilà et ses enfants, ils vont avancer et dans 2 générations, ce sera une affaire qui sera, emballée, c'est pesé, quoi. Une autre chose que je trouve qu'on oublie trop souvent, c'est notre responsabilité face à ces situations. Par exemple, on parle de réfugiés climatiques, mais c'est les pays occidentaux qui contribuent au dérèglement climatique. C'est ça. C'est nous qui abusent de la création et c'est certains pays qui payent la note. On parle de guerre, c'est souvent nous, les pays occidentaux, qui fabriquent et qui vendent les armes. On veut les bienfaits de notre civilisation, on veut notre confort, on veut notre richesse. On veut pas trop savoir les conséquences de nos choix, les conséquences de nos modes de vie. Et lorsque ça nous revient dans la figure, ça nous bouscule, ça nous dérange. Je peux comprendre que des migrants, des réfugiés politiques, des réfugiés climatiques disent: «Vous avez cassé le pot, ben aidez-nous là». On ne demande pas une expiation des péchés, mais prenez la responsabilité de vos actions ou de vos inactions. En église aussi, on peut agir et une fois que j'ai dit ça, je sais qu'il y a rien de simple et je sais que ça nous demande beaucoup intérieurement. Je le sais parce que j'étais ministre pendant 3 ans, c'est pas beaucoup, mais ça m'a déjà appris beaucoup de choses dans une église, multiculturelle et en fait, en église, il existe quelque chose qui est un petit peu, le niveau juste après le niveau zéro, hein, qui s'appelle l'hospitalité des clés. C'est quand on a une communauté qui vient, une communauté croyante, souvent de la même dénomination, mais des fois ça peut être une autre dénomination. Dire: «Voilà, on aurait besoin de votre église, tel jour, telle heure et on peut vous donner un petit quelque chose pour les frais ou si, ou bien en échange on peut faire le ménage ou bien» voilà, on trouve un deal et on fait un win-win et souvent ça permet de payer, certaines factures qui sont difficiles à payer, d'un côté
Et de l'autre côté, ça permet à toute une communauté linguistique, culturelle de se retrouver dans un lieu qui est quand même à peu près chauffé, où il y a des toilettes, qui est safe, quoi. Ça, c'est l'hospitalité d'église. Et par certains aspects, c'est déjà quelque chose d'énorme. Moi, c'est vrai que j'ai parlé avec, des communautés africaines, qui m'ont dit: «Ah mais moi je trouve, on trouvait pas tant nous depuis l'Afrique que des blancs acceptent de prêter les clés de leur, église à des gens qu'ils connaissent pas. Nous, c'est des fois on a du mal à se prêter des choses entre ethnies et donc on peut comprendre, voilà, que ce soit difficile pour des blancs de comprendre des noirs». Alors ça, c'est un point de vue situé que j'entends et puis ça me permet de mettre les choses en perspective. Mais c'est quand même juste après le niveau zéro, tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, une communauté, elle est censée être ni ethnique, ni culturelle. Bien sûr, elle l'est dans un sens, mais elle doit pas rester ça. En fait, le message de Jésus, il est multiculturel, ça c'est vrai. Il est aussi aculturel et ça c'est difficile. Ça voudrait dire qu'il n'a pas vraiment une culture en soi et il est aussi anticulturel. C'est encore plus compliqué à gérer parce que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais alors le dernier niveau, enfin le niveau le plus haut, c'est l'interculturalité. La différence entre la multiculturalité et l'interculturalité, c'est que c'est pas des communautés côte à côte qui se tolèrent. C'est la même communauté qui est brassée avec plein de cultures à l'intérieur. Et moi, je trouve que c'est un objectif et il va être très difficile à atteindre, notamment parce que chacun a des goûts, des préférences. Mais en tant que ministre, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et pourquoi je travaillerai, je crois, jusqu'à la fin de mon ministère, de mes ministères, c'est travailler à l'intérieur de l'Église à la multiculturalité. Et je sais que c'est difficile et je sais que c'est pas à la portée de tout le monde et je sais que ça demande énormément. Pendant longtemps, moi, j'ai travaillé à l'inclusivité. Puis ensuite, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais en train de me restreindre toute seule et que c'était pas ça ma vocation. Ma vocation, c'est la multiculturalité. Et je sais que ça va un petit pas après l'autre, mais j'ai l'impression, tout de même, je crois, hein, que c'est ce à quoi, ben, Jésus nous appelle. Et puis j'aimerais répondre d'un point de vue situé et engagé de ma part. L'accueil des réfugiés est-il une obligation? Pour moi, oui, une obligation biblique, évangélique, christique forte. Et donc, j'en fais mon affaire, mais je pars pas du principe que tout le monde doit le faire. En tout cas, je réponds à cette question cette fois-ci de façon engagée, je dis oui. Merci beaucoup, Joanne, pour cette exploration d'un sujet quand même assez chaud, quand même Oui, assez difficile. Merci à toutes les personnes qui continuent à nous écouter et qui ont des suggestions, qui ont des questions. Continuez à nous écrire questions de croire à commercial@gmail.com. On a un groupe WhatsApp pour continuer les discussions, explorer d'autres sujets, peut-être avoir des idées pour de nouvelles épisodes. Tous les liens sont dans la description. Merci à l'Église unie du Canada, notre commanditaire, et à Réforme qui relaie nos podcasts. Prends bien soin de toi, Joanne, et à bientôt. merci Stéphane, toi aussi.